Je m'appelle Oli Meyers. J'ai 32 ans, et je travaille comme géologue à Denver, dans le Colorado. Il y a 3 mois, mes parents ont vendu le ranch de mon grand-père, situé à Enid, dans l'Oklahoma, pour 620 000 €. Ils ont partagé l'argent avec mon frère, Garrett. Ils m'ont dit que grand-père n'avait pas laissé de testament. Ils m'ont dit qu'il ne restait rien pour moi. Ce qu'ils n'ont pas vérifié, ce qu'aucun d'entre eux n'a pensé à vérifier, c'est ce qui se trouvait sous cette terre. Car mon grand-père a bien laissé un testament, et, dans ce testament, il a séparé une chose de la propriété, avant de mourir. Les droits miniers. Il me les a laissés, à moi. À moi seul. L'étude géologique a estimé leur valeur à 4,7 millions €. Du lithium, reposant juste en dessous du ranch que mes parents pensaient avoir vendu. Voici comment une trahison à 620 000 € s'est transformée en un héritage de 4,7 millions €. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories. C'est la chaîne où des gens ordinaires trouvent le courage de défendre ce qui leur appartient. Non pas avec colère, mais avec des principes et des preuves. Si vous avez déjà été écarté par les personnes qui étaient censées vous protéger, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Le ranch se trouvait à 11 miles au sud d'Enid, sur une route à 2 voies, qui sentait le blé coupé en été, et le fer en hiver. 200 acres, un sol d'argile rouge, un ruisseau qui s'asséchait en août, et coulait boueux en avril. Une grange qui penchait légèrement vers l'est, dans la même direction que le vent. Mon grand-père, Cal Meyers, a construit cet endroit à partir de rien. Il a acheté les 80 premiers acres en 1971, avec l'argent qu'il avait économisé en conduisant des camions céréaliers. Il a ajouté le reste, au fil de 40 années de travail calme et constant. Il ne prenait jamais de vacances. Il n'a jamais acheté de nouveaux camions, quand l'ancien fonctionnait encore. Il mettait chaque euro de côté, dans la terre. J'y ai passé tous mes étés, depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à mon départ pour l'université, à 18 ans. La plupart des enfants s'y seraient ennuyés. Un terrain plat, aucun voisin à 1 mile à la ronde. Rien que le ciel, et la terre. Mais grand-père Cal rendait la terre intéressante. Il s'accroupissait dans le champ, ramassait une poignée d'argile rouge, et me l'attendait. Regarde ça, ma petite Oli. La plupart des gens regardent la terre et ne voient rien, mais il y a tout un monde là-dessous. J'enfonçais mes doigts dans le sol, jusqu'à ce que le rouge s'entasse sous mes ongles. J'adorais ça. La tâche restait pendant des jours. Mon frère, Garrett, jouait au football dans la cour. Mes parents louaient ses passes en spirale. Moi, je m'asseyais avec grand-père, et je triais les roches par couleur, et par taille de grain. Mes parents levaient les yeux au ciel. Elle va devenir scientifique, a dit un jour grand-père à ma mère, pendant le dîner. Ma mère a ri. Elle va surtout être difficile. Grand-père Cal est mort un mardi de mars. Dès le vendredi, mes parents faisaient déjà des projets. Les funérailles ont eu lieu un samedi. 70 personnes dans une église, qui pouvait en asseoir 90. Grand-père Cal connaissait tout le monde dans le comté de Garfield, et la plupart d'entre eux sont venus, portant des bottes, et des chemises repassées. J'ai failli les manquer. Ma mère m'a appelé le jeudi soir, 2 jours avant la cérémonie. J'étais sur le site d'un projet dans l'ouest du Colorado, à 3 heures de l'aéroport le plus proche. Elle a dit qu'elle avait oublié. Elle a dit que les choses avaient été chaotiques. Elle a dit cela de la même manière, qu'elle m'aurait annoncé que le supermarché n'avait plus de lait. J'ai conduit toute la nuit, j'ai pris un vol à 6h15 au départ de Grand Junction, j'ai atterri à Oklahoma City, j'ai loué une voiture, et je suis arrivé à l'église 14 minutes après le début de la cérémonie. Ma mère ne m'avait pas gardé de place. Après l'enterrement, la famille s'est réunie au ranch. J'ai marché à travers la maison, pendant que tous les autres mangeaient un gratin dans la cour. La chambre de grand-père sentait le cèdre, et le tabac à pipe. Son bureau était propre, trop propre. Il y avait autrefois une petite boîte en cèdre, sur le coin droit. En bois sombre, avec un loquet en laiton, à peine plus grande qu'une boîte à cigares. Il l'avait gardée verrouillée, aussi longtemps que je m'en souvienne. La boîte avait disparu. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine. Où est la boîte en cèdre de grand-père? Celle de son bureau. Elle a balayé l'air de la main, sans me regarder. Juste de vieille babiole. Ton père l'a jetée. J'ai regardé son visage. Elle mentait.
J'avais vu cette expression exacte un millier de fois, le menton légèrement relevé, les yeux fixés quelque part au-delà de mon oreille gauche. Dans le couloir, Gareth m'a attrapé le bras. Ne ramène pas tout à toi, Holly. Laisse juste maman faire son deuil. J'ai dégagé mon bras, et je n'ai rien dit. Laissez-moi vous parler de la famille Meyers, car vous devez comprendre le schéma, avant de comprendre la trahison. Il y avait 2 enfants, Gareth, l'aîné, à 35 ans. Moi, de 3 ans sa cadette. Pour mes parents, Gareth était la preuve qu'ils avaient réussi quelque chose. Il jouait au football. Il était resté à Enid après le lycée. Il avait épousé une fille de l'église. Il avait travaillé au magasin de fournitures agricoles jusqu'à sa fermeture, puis il avait lancé une entreprise d'aménagement paysager, qui n'avait jamais vraiment fait de bénéfices. Rien de tout cela n'avait d'importance. Gareth était resté. C'était la monnaie d'échange, dans notre maison. Moi, j'étais le problème. Je posais trop de questions. Je lisais des livres dont personne d'autre dans la famille n'avait entendu parler. J'ai postulé à des bourses sans le dire à personne, car je savais que ma mère dirait que je faisais des drames. J'ai été accepté à l'université de l'Oklahoma, avec une bourse universitaire complète. La réponse de ma mère, eh bien, j'espère que tu es heureuse, car ton père et moi n'allons certainement pas payer pour ça. Je ne leur avais rien demandé. Mon père signait tout ce que ma mère lui mettait sous les yeux. Il l'avait toujours fait. Dal Meyers était un homme qui croyait que le silence était synonyme de paix. Il s'asseyait dans son fauteuil inclinable, regardait la chaîne météo, et laissait Brenda diriger la famille comme une entreprise, où elle était la seule cadre dirigeante. J'avais l'habitude d'appeler à la maison, sur la vieille ligne fixe de la cuisine, un téléphone mural avec un cordon en spirale, que mon grand-père avait installé en 1983. Ma mère décrochait, parlait pendant 40 secondes du match de football de Gareth, ou du nouveau camion de Gareth, ou de la grossesse de la femme de Gareth, puis disait qu'elle devait raccrocher. Tu es parti, Holly. Gareth est resté. C'était l'explication de mon père pour tout. Une phrase unique, qu'il livrait comme une plaidoirie finale. Je ne savais pas encore ce qu'il préparait, mais j'aurais dû le voir venir. 3 semaines après les funérailles, mon téléphone a sonné à 7h42 du matin, heure de Denver. Ma mère ne tenait jamais compte du décalage horaire. Holly, je dois te dire quelque chose au sujet de la succession de ton grand-père. J'ai posé mon café. D'accord. Ton grand-père n'a pas laissé de testament, Holly. Il n'y a rien pour toi. Elle l'a dit d'un ton plat, comme si elle lisait un reçu. Le ranch va être vendu. Ton père et moi avons besoin de cet argent. Notre toit fuit depuis 2 ans, et nous n'avons pas les moyens de le réparer. Gareth a besoin d'argent. Son entreprise est en difficulté, et il doit penser à ses enfants. Toi. Tu as ton travail chic à Denver. Tu t'en sortiras très bien. J'ai fixé le mur de mon appartement. Une carte géologique du Colorado encadrée, une étagère remplie de manuels de terrain, la vie que j'avais construite sans le moindre euro de leur part. Ne devrions-nous pas en discuter tous ensemble, ai-je dit. Gareth et moi sommes ses petits-enfants. Le ranch, c'était la vie de grand-père. Il n'y a rien à discuter. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas venu depuis des années. J'ai pressé mon pouce contre le bord du comptoir, jusqu'à ce que ça fasse mal. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que je savais, avec la certitude de quelqu'un qui a lu des échantillons de sol pendant 10 ans, que quelque chose clochait. Mon grand-père était méticuleux. Il étiquetait chaque pot dans son atelier. Il gardait ses reçus dans une boîte à chaussures, triée par mois et par année, depuis 1978. Il a rempli lui-même ses déclarations d'impôts jusqu'à ses 80 ans. Un homme comme ça ne meurt pas sans testament. D'accord, maman, ai-je dit. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Je suis resté assise dans mon appartement de Denver pendant 45 minutes, sans bouger. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai cherché dans la base de données des registres publics du comté de Garfield. Il m'a fallu 11 minutes pour trouver l'annonce. 200 acres, comté de Garfield, Oklahoma. Ferme, grange, façade sur le ruisseau, eau de pluie, listée à 620 000 €. L'annonce était active depuis 6 jours. J'ai cherché des ventes comparables dans la région. 200 acres de terres agricoles dans le comté de Garfield tournaient en moyenne autour de 750 à 850 000 €,
selon l'accès à l'eau, et les dépendances. Mes parents l'avaient mis à prix à près de 200 000 € en dessous de la valeur du marché. Ils voulaient s'en débarrasser rapidement. Avant que quiconque ne puisse poser des questions. J'ai appelé Gareth. Grand-père n'a vraiment pas laissé de testament? Sa voix s'est crispée. Maman a dit que non. Pourquoi es-tu toujours comme ça, Holly? Pourquoi faut-il toujours que tu compliques les choses? Je pose juste une question, Gareth. Maman s'est occupée des affaires de succession. Par lui, si tu as un problème. J'ai raccroché, et je suis retourné sur l'annonce. Quelque chose, dans les petits caractères, a attiré mon attention. 2 mots, sous la section des détails de la propriété, dans une police si petite que c'était presque une note de bas de page, droit de surface uniquement. J'ai lu ces 2 mots 3 fois, puis une 4e fois. Ensuite, je me suis adossé à ma chaise, et j'ai fixé le plafond. Dans mon domaine de travail, droit de surface uniquement signifie une chose bien précise. Cela signifie que quelqu'un, à un moment donné, a séparé les droits miniers, des droits de surface. Celui qui achète cette propriété obtient la maison, la grange, les champs, le ruisseau. Il obtient tout ce qui peut être vu. Il n'obtient pas le moindre grain de ce qui se trouve en dessous. Mon père m'a envoyé un SMS ce soir-là. Ta mère m'a dit que tu as appelé Gareth pour poser des questions. Laisse tomber, Holly. Tu es parti. Gareth est resté. C'est juste comme ça. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à lire le droit minier de l'Oklahoma. Le lendemain matin, j'ai extrait le dossier du comté. Cela a coûté 8 € sur le portail en ligne, et a pris 4 minutes à télécharger. Attestation d'hérédité, déposée par Dan Meyers et Brenda Meyers, 11 jours après la mort de mon grand-père. Le document affirmait 3 choses. 1. Calvin James Meyers est décédé ab intestat, sans testament valide. 2. Les seuls héritiers étaient Dan Meyers, son fils, et ses 2 enfants, Gareth Meyers, et Holly Meyers. 3. Holly Meyers a volontairement renoncé à ses droits sur la succession. J'ai lu ce 3e point 6 fois. Mon nom, ma prétendue renonciation, tapé sur un document légal que je n'avais jamais vu, jamais signé, et sur lequel on ne m'avait jamais consulté. Volontairement renoncé. J'ai appelé ma collègue, Renée Femme. Elle était assise à 2 bureaux du mien, et possédait une maîtrise en géologie environnementale, avec une mineure en droit préparatoire. Renée, question hypothétique. Si quelqu'un dépose une fausse attestation d'hérédité dans l'Oklahoma, affirme qu'il n'y a pas de testament alors qu'il y en a un, et affirme qu'une personne a renoncé à ses droits alors qu'elle ne l'a pas fait, que se passe-t-il? Renée est restée silencieuse pendant 3 secondes. C'est de la fraude, Holly. C'est un crime. Même si c'est la famille. Surtout si c'est la famille, le tribunal voit d'un très mauvais œil les héritiers qui mentent sur d'autres héritiers, dans les dossiers d'homologation. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas hypothétique. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Gareth. Je n'ai pas envoyé un seul SMS, car les confronter maintenant leur donnerait le temps d'effacer leurs traces, d'engager un avocat, de fabriquer une histoire. J'avais besoin de la seule personne qui aurait su, si mon grand-père avait laissé un testament. Et j'avais une assez bonne idée de qui était cette personne. Quand j'avais 15 ans, mon grand-père avait mentionné un avocat. Pas l'avocat de la famille, Enid, qui s'occupait de l'assurance de la ferme et des taxes foncières. Un avocat différent, dans une ville différente. Mon avocat avait dit grand-père Cal, pas le leur. Je me souvenais du nom de la ville, parce qu'il sonnait comme quelque chose tiré d'un conte de fées. Kingfisher. À 30 miles au sud d'Enid, une population d'à peine plus de 5000 habitants. Le genre d'endroit où un homme pouvait garder un secret, simplement en déposant des papiers dans un autre comté. J'ai cherché, Martin Holloway, avocat, Kingfisher, Oklahoma. Premier résultat, Holloway Estate and Mineral Law, un cabinet d'un seul homme sur la rue principale. Numéro de téléphone indiqué. J'ai appelé à 8h45, heure du centre. Une femme a répondu, une voix chaleureuse, plus âgée, probablement sa secrétaire depuis des décennies. Cabinet Holloway, ici June. Je m'appelle Holly Meyers. Je crois que monsieur Holloway était l'avocat de mon grand-père, Calvin Meyers. 3 secondes de silence, puis, oh, ma chérie, il essaie de vous joindre depuis 3 mois. Mes mains sont devenues glacées.
3 mois. Depuis 2 jours après les funérailles. Il a envoyé une lettre recommandée à l'adresse du ranch. Elle est revenue marquée retour à l'expéditeur. Il a appelé la ligne téléphonique du ranch. Une femme a répondu, a dit que vous n'aviez aucun intérêt pour les questions de succession. Et lui a demandé de ne plus appeler. Ma mère. Ma mère avait intercepté la lettre. Ma mère avait dit à cet homme que je n'avais aucun intérêt. June m'a passé à Martin Holloway. Sa voix était calme et posée, comme celle des vieux avocats qui attendent depuis longtemps que quelque chose se produise. Mademoiselle Meyers, votre grand-père a laissé un testament, et il a laissé des instructions très précises vous concernant. Je pense que vous devriez venir à mon bureau. Dans combien de temps pouvez-vous être en Oklahoma? J'ai réservé le premier vol que j'ai pu trouver. Si vous avez déjà vécu ce moment, cet appel téléphonique qui change tout ce que vous pensiez savoir, vous savez exactement ce que j'ai ressenti, assise dans mon appartement, le téléphone encore chaud dans ma main. Si cette histoire fait écho en vous, prenez une seconde pour vous abonner, et laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte en cèdre. J'ai atterri à Oklahoma City à 14h14. J'ai loué une voiture, et j'ai conduit vers le nord sur l'Interstate 35, regardant le paysage s'aplatir en terre rouge, et en chaume de blé. Quelque part au sud de Guthrie, je me suis surprise à serrer le volant, assez fort pour m'en faire blanchir les jointures. J'ai relâché mes mains, et je les ai pressées à plat sur mes cuisses, à un feu rouge. Il ne s'agissait pas d'émotion. Il s'agissait de données. Je suis géologue. J'ai passé 10 ans à lire ce qui se trouve sous terre, en me basant sur ce qui est à la surface. Je suis entraîné à retenir mes conclusions, jusqu'à ce que les preuves soient complètes. Alors, j'ai repassé les faits, comme des carottes de forage, une couche à la fois. Fait numéro 1, mon grand-père était assez organisé pour étiqueter des pots de clous, par taille, et par année d'achat. Il n'est pas mort sans testament. Fait numéro 2, mes parents ont déposé une attestation affirmant le contraire. Ils ont affirmé que j'avais renoncé à ma part. Je ne l'ai pas fait. Fait numéro 3, l'annonce du ranch mentionnait le droit de surface uniquement. Cela signifie que quelqu'un a séparé les droits miniers, avant la vente. Dans l'Oklahoma, cela nécessite un acte enregistré. Fait numéro 4, un avocat de Kingfisher essayait de me joindre depuis 3 mois. Ma mère a intercepté sa lettre, et son appel téléphonique. Si c'était une étude géologique, la conclusion serait évidente. Les données de surface ne correspondent pas aux données du sous-sol. Quelqu'un a enterré quelque chose. J'ai quitté l'autoroute, pour prendre la route nationale vers Kingfisher. La route était étroite, fissurée, et bordée d'accotements de terre rouge. J'ai baissé la vitre. L'air sentait l'oxyde de fer, l'herbe sauvage, et quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Quelque chose qui sentait la vérité, qui se rapprochait. Je me suis garé à Kingfisher, à 15h58. Pendant que je me garais sur la rue principale, mon téléphone a sonné. Le numéro sur l'écran m'a noué l'estomac. C'était la ligne fixe du ranch. Le même numéro que j'avais appelé depuis mes dortoirs d'université, mes sites de terrain, et mes paillasses de laboratoire, pendant 14 ans. Le même numéro auquel ma mère répondait, pour me parler des matchs de football de Garrett. J'ai décroché. Holly, c'est maman. J'ai de bonnes nouvelles. Sa voix était enjouée. D'un enjouement théâtral. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait que quelque chose soit enregistré comme étant joyeux. La vente de la maison s'est conclue hier. 620 000 exactement comme sur l'annonce. Ton père et moi allons mettre notre part dans la maison au bord du lac, que nous convoitions. Garrett rembourse les prêts de son entreprise. C'est un tel soulagement d'avoir réglé tout ça. Elle a fait une pause, attendant que je lui dise félicitations. Ça a l'air génial, maman. Ça l'est vraiment. C'est ce que fait la famille, Holly. Nous prenons soin les uns des autres. J'étais assise dans une voiture de location, sur la rue principale de Kingfisher, dans l'Oklahoma, à 50 mètres du bureau de l'avocat de mon grand-père, tenant un téléphone connecté à une ligne fixe, qui ne nous appartenait plus. Ma mère célébrait la vente d'un ranch qu'elle n'avait pas le droit exclusif de vendre, en utilisant de l'argent qu'elle avait divisé sans me le demander, sur la base d'une attestation sous serment qu'elle savait fausse. Je suis heureuse pour toi, ai-je dit. Sincèrement, elle n'a pas entendu le calme dans ma voix. Elle l'a pris pour une reddition. Elle avait fait ça toute ma vie.
Eh bien, c'est bien, a-t-elle dit. Je dois y aller. Ton père veut conduire jusqu'à la propriété du lac cet après-midi. Je t'aime. Elle a raccroché, avant que je puisse répondre. Je suis resté assise dans la voiture pendant 1 minute entière. Puis, je suis entré dans le bureau de Martin Holloway. Le bureau de Martin Holloway ressemblait à l'intérieur d'un livre d'histoire. Des boiseries couleur miel foncé, des classeurs qui avaient été cabossés et réétiquetés 3 fois. Une fenêtre qui donnait sur la rue principale, et laissait entrer la lumière rasante de l'après-midi. Le plancher craquait à 2 endroits. Martin s'est levé de derrière son bureau, quand je suis entré. Il avait 65 ans, peut-être plus, avec des cheveux blancs coupés courts, et une poignée de main qui me disait qu'il avait passé des décennies à gérer des beaux miniers, et des litiges successoraux. Il portait un costume gris, qui avait été nettoyé récemment, mais pas acheté récemment. Mademoiselle Meyers. Il m'a serré la main. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas avoir essayé plus fort de vous trouver. Il s'est rassis. J'ai envoyé une lettre recommandée à l'adresse du ranch, 2 jours après l'enterrement de votre grand-père. Elle est revenue marquée retour à l'expéditeur. J'ai appelé le numéro de téléphone du ranch. Une femme, votre mère, je suppose, m'a dit que vous n'aviez aucun intérêt pour les affaires de succession, et m'a demandé de ne plus vous contacter. Elle vous a dit ça? Oui. J'aurais dû insister. Votre grand-père a été mon client pendant 22 ans. Il est venu me voir précisément parce qu'il voulait un avocat en dehors d'Enid, en dehors du comté de Garfield. Il ne voulait pas que sa famille le sache. Je me suis assise sur la chaise, de l'autre côté de son bureau. Le cuir était craquelé, et réchauffé par le soleil. Monsieur Holloway, mon grand-père a-t-il laissé un testament? Il m'a regardé avec ce genre de patience qui vient après des années à livrer des réponses que les gens attendaient. Il l'a fait, mademoiselle Meyers. Il l'a mis à jour 18 mois avant sa mort, et il a laissé des dispositions très précises vous concernant. Il a tendu la main derrière son bureau, et a sorti une petite boîte en cèdre. Je l'ai reconnue immédiatement. En bois sombre, avec un loquet en laiton, à peine plus grande qu'une boîte à cigares. La même boîte qui était posée sur le coin droit du bureau de mon grand-père, depuis toujours. La boîte que ma mère avait dit que Dal avait jetée. Martin l'a posée sur le bureau, entre nous. Votre grand-père me l'a donnée en janvier de l'année dernière. Il a conduit jusqu'à Kingfisher lui-même. À 83 ans, conduisant toujours cette vieille Ford. Il m'a dit de la garder jusqu'à ce que le moment soit venu. J'ai tendu la main, et j'ai ouvert le loquet. L'odeur m'a frappé en premier. Cèdre, et tabac à pipe. L'odeur exacte de la chambre de mon grand-père, concentrée dans un espace de la taille d'une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Un testament, de 8 pages, notarié, daté du 14 septembre 2024. Un acte de transfert de droits miniers, de 2 pages, également notarié, à la même date. Et une note manuscrite, sur un morceau de papier ligné, arraché d'un bloc-notes jaune. Martin m'a laissé lire en silence. Le testament était direct. Calvin James Meyers laissait la propriété de surface, la maison, la grange, et les 200 acres de terre, à ses héritiers, à parts égales. Cela signifiait Dal, et à travers Dal, Garrett, et moi. Mais l'acte minier était séparé. Déposé auprès du greffier du comté de Garfield, le 14 septembre 2024, 6 mois avant la mort de mon grand-père. Il transférait tous les droits miniers, les droits du sous-sol, et les droits d'extraction sous ces 200 acres, à une seule personne, Holly Meyers. Moi, uniquement moi. J'ai levé les yeux vers Martin. Il a hoché la tête. Votre grand-père a séparé le domaine minier, du domaine de surface. L'acte minier a été enregistré. C'est un document public. Quoi que vos parents aient vendu, et je crois comprendre qu'ils ont vendu le ranch pour 620 000 €, ils n'ont vendu que la surface. J'ai déplié la note manuscrite. L'écriture de mon grand-père, tremblante, mais lisible. Les lettres étaient pressées fort sur le papier, comme s'il voulait que les mots durent. Ma petite Holly, ils vendront la maison. Ne les laisse pas vendre ce qu'il y a en dessous. J'ai reposé le mot sur le bureau. Méan était stable. Ma voix ne l'était pas. Monsieur Holloway, qu'est-ce que cela signifie exactement? Légalement.
Martin s'est penché en avant. Il attendait visiblement d'expliquer cela depuis longtemps. Dans l'Oklahoma, les droits miniers constituent un domaine distinct. Ils peuvent être possédés, vendus, loués, et hérités indépendamment de la surface. Lorsque votre grand-père a déposé cet acte minier en septembre, il a légalement séparé le sous-sol de la surface. Deux propriétés distinctes. Deux propriétaires distincts. Et quand mes parents ont vendu le ranch, ils ont vendu la surface, la maison, la grange, les champs, tout ce qui est au-dessus du sol. Ils ne peuvent pas vendre ce qui ne leur appartenait pas. Les droits miniers vous avaient déjà été transférés. Avant la mort de votre grand-père. Et l'attestation d'hérédité? L'expression de Martin s'est durcie. L'attestation prétend que votre grand-père est décédé ab intestat. Il ne l'a pas fait. Elle prétend que vous avez renoncé à votre part. Vous ne l'avez pas fait. L'attestation ne couvre que le domaine de surface. Car l'acte minier a été déposé et enregistré avant son décès. Mais les fausses déclarations dans cette attestation sont un problème juridique distinct. Je suis resté avec cette idée pendant un moment. Mes parents avaient déposé un document affirmant qu'il n'y avait pas de testament. Un testament existait. Ils avaient affirmé que j'avais abandonné mes droits. Je ne l'avais jamais fait. Ils avaient vendu une propriété et partagé l'argent. Ils avaient gardé ce qui était au-dessus. Ils ne pouvaient pas toucher à ce qui était en dessous. Qu'y a-t-il sous la terre, ai-je demandé. Martin m'a regardé, et a souri. Pas un sourire d'avocat. Un vrai sourire. Mademoiselle Meyers, c'est votre domaine d'expertise. Pas le mien. Mais votre grand-père m'a dit un jour, et ce sont ses mots exacts, que la terre valait plus que la maison. Je vous suggère de découvrir s'il avait raison. J'ai conduit jusqu'au ranch le lendemain matin. Le panneau vendu était toujours planté au bout de l'allée. Les nouveaux propriétaires n'avaient pas encore emménagé. La clôture était récente, et la maison était vide. Les fenêtres étaient sombres. La grange penchait vers l'est, comme toujours. Je me suis garé sur l'accotement de la route départementale, et j'ai marché le long du périmètre, sur la servitude publique. Je n'avais pas besoin d'entrer. J'avais besoin de ce qui était à l'extérieur. De ce qui était en dessous. J'avais apporté des flacons de collecte, une tarière à main, et un kit de géologie de terrain, depuis ma voiture de location. Un équipement standard, le genre de choses que je mettais dans mon camion de travail, chaque lundi matin. Mais cette fois, c'était personnel. Cette fois, la terre était à moi. J'ai prélevé des échantillons de sol à 3 endroits. Le champ nord, où l'argile était la plus dense. Le lit du ruisseau, où l'érosion exposait des strates plus profondes. Et le coin sud-ouest, là où mon grand-père avait l'habitude de pointer le sol, et de dire, quelque chose est différent dans ce coin, ma petite Holly. L'argile rouge de l'Oklahoma remplissait chaque flacon, comme de la peinture fraîche. L'oxyde de fer lui donnait cette couleur. Mais le fer n'était pas ce que je cherchais. J'ai tenu le dernier flacon à la lumière du soleil matinal. L'échantillon du coin sud-ouest avait une texture légèrement différente. Un grain plus fin, un poids plus léger, une légère teinte gris-vert mélangée au rouge. J'avais déjà vu cette teinte, dans les formations d'argile litinifère au Nevada, dans l'Arkansas, dans la formation de Smackover. J'ai scellé les flacons, et je les ai étiquetés avec les coordonnées GPS, la profondeur, et la date. Puis, j'ai appelé René, à Denver. J'ai besoin que tu fasses passer ça à l'analyse élémentaire complète par ICP-MS. Signale-moi tout ce qui appartient à la famille du lithium, du bore, et du potassium. Holly, qu'as-tu trouvé? J'ai regardé les 200 acres de terre rouge, et de chaume de blé. La terre de mon grand-père. Le cadeau de mon grand-père. Je ne suis pas encore sûr, mais mon grand-père l'était. J'ai repris l'avion pour Denver ce soir-là. Les échantillons de sol sont partis au laboratoire le lendemain matin. Pendant 2 semaines, j'ai fait mon travail habituel la journée, et j'ai fait des recherches sur les gisements de lithium dans l'Oklahoma, la nuit. Les données étaient là, si l'on savait où chercher. L'Institut d'études géologiques des États-Unis avait signalé le comté de Garfield, dans un rapport de 2021, sur le potentiel de lithium hébergé dans l'argile. Les concentrations n'étaient pas aussi élevées qu'au Nevada ou en Arkansas, mais elles étaient significatives, surtout avec les nouvelles technologies d'extraction directe du lithium, qui rendaient les gisements économiquement viables.
J'ai sorti tous les articles publiés sur l'argile litinifère, dans le sud des Grandes Plaines. J'ai croisé les cartes géologiques, avec les limites de la parcelle de mon grand-père. Le coin sud-ouest du ranch, la même parcelle qu'il montrait toujours du doigt, reposait directement sur une formation que 3 études distinctes avaient identifiée comme enrichie en lithium. Mon grand-père n'était pas géologue. Mais c'était un homme qui avait passé 60 ans à marcher sur les mêmes 200 acres. Il remarquait des choses. La façon dont le sol séchait différemment, dans ce coin. La façon dont l'eau du puits avait un goût légèrement métallique. La façon dont rien ne poussait tout à fait aussi haut, dans cette parcelle du sud-ouest. Il ne connaissait pas le mot lithium, mais il savait qu'il y avait quelque chose là-dessous. Gareth m'a envoyé un SMS au cours de la 2e semaine. Et au lit, maman dit que tu n'as pas appelé. Tout va bien? J'ai regardé le message pendant un long moment. Il vérifiait. Pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour voir si je me doutais de quelque chose. Tout va bien, ai-je répondu. Juste occupé avec le travail. 3 jours plus tard, René m'a appelé à 16h12 de l'après-midi. J'étais à mon bureau, en train de revoir un rapport sur la qualité de l'eau pour un client de Boulder. Sa voix était différente, le ton que les gens utilisent quand ils connaissent le chiffre, avant de le prononcer. Oli, il faut que tu viennes voir ces chiffres. René avait imprimé les relevés ICP-MS sur 3 feuilles de papier, une pour chaque site d'échantillonnage. Elle avait surligné les valeurs de lithium en jaune. Elle n'en avait pas besoin. Elle sautait aux yeux. Les 3 sites montrent des concentrations de lithium élevées, a-t-elle dit, en pointant les chiffres. L'échantillon du champ nord est modéré, cohérent avec l'argile litinifère générale de la région. Le lit du ruisseau est plus élevé. Et le coin sud-ouest. Oli, le coin sud-ouest est exceptionnel. J'ai regardé les chiffres. Les concentrations de lithium, dans l'échantillon du sud-ouest, étaient 3 fois supérieures aux moyennes régionales. Les ratios de bore et de potassium le confirmaient. Ce n'était ni une contamination, ni une anomalie. C'était un véritable gisement d'argile contenant du lithium. René a affiché une carte superposée, sur son écran. J'ai extrapolé le modèle de distribution, en me basant sur des modèles géologiques de formation similaires. Si le gradient de concentration se maintient sur seulement 60% de la superficie, et d'après les 3 points d'échantillonnage, ça devrait être le cas. Nous sommes face à un gisement important. Important comment? Elle a tourné sa chaise, pour me faire face. Estimation prudente, en utilisant les prix actuels du carbonate de lithium, et les taux de récupération d'extraction standard, 3, 8 millions. Si la concentration se maintient au niveau du coin sud-ouest sur une zone plus large, tu regardes jusqu'à 5, 2 millions. Point médian, 4. 7 millions d'euros. Je me suis assise sur la chaise, à côté de son bureau. La terre rouge de l'Oklahoma, qui s'entassait sous mes ongles quand j'étais enfant, la même terre que mon grand-père tenait dans ses paumes, et étudiait dans la lumière de l'après-midi, valait 4,7 millions d'euros. René m'a observé. Oli, à qui appartient cette terre? Mes parents ont vendu la surface pour 620 000, mais les droits miniers m'appartiennent. Elle a cligné des yeux. Ton grand-père. Mon grand-père n'était pas seulement un éleveur. C'était un homme qui prêtait attention à sa terre. Le lendemain, j'ai engagé une avocate spécialisée en droit minier, à Oklahoma City. Son nom était Diane Carvey, et elle avait passé 23 ans à traiter des cas de propriété scindée, dans le bassin d'Anadarko. Elle connaissait le droit minier comme je connaissais la composition des sols, par instinct, soutenu par des documents. Je lui ai tout envoyé. Le testament, l'acte minier, l'attestation d'hérédité, les résultats de l'étude géologique, les registres du comté montrant que l'acte minier avait été enregistré 6 mois avant la mort de mon grand-père. Elle m'a rappelé 2 heures plus tard. Mademoiselle Meyers, c'est une séparation minière aussi propre qu'il est possible d'en avoir. Votre grand-père a tout fait dans les règles. L'acte est correctement exécuté, correctement attesté, correctement déposé. La séparation a été enregistrée avant son décès. Ce qui signifie que les droits miniers ne sont jamais entrés dans sa succession. Ils étaient déjà à vous. Et l'attestation. C'est un tout autre problème. L'attestation déclare que votre grand-père est décédé sans testament. Ce n'est pas vrai. Elle déclare que vous avez renoncé à vos droits. Vous ne l'avez pas fait. Au minimum. C'est un dépôt frauduleux.
L'avocat de vos parents, quel qu'il soit, est également exposé. Elle a rédigé 3 documents. Premièrement, une lettre de mise en demeure, adressée à Dal et Brenda Meyers, concernant la fausse attestation. Deuxièmement, une notification officielle aux acheteurs du ranch, leur signalant que les droits miniers étaient détenus séparément, et m'appartenaient. Troisièmement, des documents préliminaires pour louer les droits miniers à une entreprise d'extraction de lithium. Encore une question, ai-je dit, avant de raccrocher. Je ne veux pas détruire mes parents. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Et je veux que le reste de ma famille connaisse la vérité. Diane a fait une pause. Mademoiselle Meyers, avec tout le respect que je vous dois, ils n'ont rien perdu. Ils ne l'ont jamais eu. J'ai réfléchi à cela, après avoir raccroché. Elle avait raison. On ne peut pas perdre ce qui ne nous a jamais appartenu. Une semaine plus tard, j'ai ouvert Facebook pour la première fois depuis des mois. Ma mère avait publié 11 photos. La nouvelle maison du lac, un chalet de 2 chambres sur le lac Keystone, à environ 90 minutes d'Enid. Des volets bleus, un quai qui s'avançait de 20 pieds dans l'eau brune. Brenda se tenait sur le quai sur la première photo, les bras grands ouverts, souriante, comme une femme qui venait de s'en tirer à bon compte. La légende disait, bénie au-delà de toute mesure. La famille passe toujours en premier. C'est l'héritage que Papa Cal aurait voulu. Papa Cal. Elle l'appelait Papa Cal. L'homme dont elle avait caché le testament. L'homme à l'avocat duquel elle avait dit d'arrêter d'appeler. L'homme dont elle avait prétendu que la boîte en cèdre avait été jetée. Garrett avait publié, lui aussi. Un nouveau camion, un 4 portes blanc surélevé. Légende, enfin en train de remettre les choses sur les rails. Reconnaissant pour la famille. Il avait tagué Brenda dans la publication. 14 j'aime, 2 cœurs. Les commentaires de la famille élargie m'ont retourné l'estomac. Tellement heureux pour vous tous. Cal serait si fier. La famille reste soudée. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis dirigé vers mon bureau, et j'ai ouvert la boîte en cèdre. L'odeur de cèdre, et de tabac à pipe, a rempli mon appartement. J'ai relu le mot. La même écriture tremblante. Les mêmes lettres appuyées fort. Ma petite Holly. Ils vendront la maison. Ne les laisse pas vendre ce qu'il y a en dessous. J'avais l'étude géologique. J'avais le testament. J'avais l'acte minier. J'avais une avocate spécialisée exactement dans ce genre d'affaires. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Diane Carvey. Envoyé les lettres. Ils publiaient des photos de leur maison sur le lac, pendant que mon avocate rédigeait des lettres de mise en demeure. Si vous pensez que cela est sur le point de devenir intéressant, vous avez raison. Continuez à regarder. Les lettres sont parties un lundi. Courrier recommandé. Signature requise. Ma mère a signé la sienne le mercredi, à 11h22 du matin. Je connais l'heure exacte, parce que l'accusé de réception postale est revenu électroniquement au bureau de Diane. 47 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Brenda a appelé la première. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Dal a appelé ensuite. Messagerie. Garrett a appelé 3 fois, en 12 minutes. Au 4e appel, j'ai décroché. C'est quoi ce bordel, Holly? Sa voix était aiguë, et tendue. De la même façon qu'elle devenait quand il avait peur. J'avais entendu cette voix une seule fois auparavant, la nuit où son entreprise d'aménagement paysager avait perdu son plus gros client. Un avocat dit que grand-père a laissé un testament. Que les droits miniers sont séparés. Qu'est-ce qui se passe? Il a laissé un testament, Garrett. Il l'a laissé à son avocat, à Kingfisher. Le même avocat à qui maman a dit que je n'avais aucun intérêt dans les affaires de succession. Silence. 5 secondes. 10. Je ne savais pas pour ça, pour l'avocat ou pour le testament, pour rien de tout ça. Maman s'est occupée de la succession. Elle a juste dit qu'il n'y avait pas de testament. Et tu n'as pas posé de questions. Tu as pris l'argent, acheté un camion, et posté à ce sujet sur Facebook. Encore un silence. Quand il a repris la parole, la colère avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de pire. Le son d'un homme qui venait de réaliser que le sol sous ses pieds n'était pas aussi solide qu'il le pensait. Nous devons parler de ça en famille, Holly.
J'avais attendu 3 mois pour que quelqu'un dans ma famille prononce le mot famille, et qu'il le pense comme autre chose qu'une arme. Ce n'était pas le moment. Tu peux parler à mon avocate. Son numéro est sur la lettre. J'ai raccroché, et je suis retourné travailler. Brenda a appelé le lendemain matin, à 6h51. Elle n'avait pas dormi. Je pouvais l'entendre dans sa voix, cette rudesse, cette fine nervosité de quelqu'un qui avait passé la nuit à calculer exactement dans quel pétrin elle s'était fourrée. Mais elle n'a pas commencé par des remords. Elle a commencé par son scénario habituel. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère, Holly? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai conduite à l'école, chaque jour. Et c'est comme ça que tu me remercies? Avec des avocats, et des menaces. Maman, je n'ai pas déposé de fausse attestation. Tu l'as fait. Ton grand-père était confus, à la fin. Il avait 84 ans. Ce testament n'est pas valide. Le testament a été notarié 18 mois avant sa mort. Il a conduit lui-même jusqu'à Kingfisher. Il était lucide. Son avocat en témoignera. Tu es en train de déchirer cette famille, pour de l'argent, Holly. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air, car elle était là, la tactique d'inversion complète, en moins de 2 minutes. Nier que le testament soit réel. M'attaquer pour manque de loyauté. Inverser les rôles de la victime et du coupable. Ma mère avait déchiré une famille pour 620 000 €, et elle me disait que j'étais le problème. Maman, je ne déchire rien du tout. Je fais appliquer un document légal, que grand-père a déposé avant de mourir. Nous allons nous battre contre ça au tribunal. Ton père et moi allons nous battre. C'est votre droit. Mais l'acte minier est déjà déposé dans le comté de Garfield. C'est un document public. Il l'est depuis septembre 2024. Elle a raccroché, sans dire au revoir. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas nié connaître l'existence du testament. Elle avait seulement dit qu'il n'était pas valide. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Dal a appelé 2 jours plus tard. Son approche était différente, plus douce, plus lente. La voix qu'il utilisait quand il voulait quelque chose, sans que Brenda ne soit dans la pièce. Ma petite Holly. Il a utilisé le surnom. Le surnom de grand-père Cal. Cela m'a frappé exactement là où il le voulait. Salut, papa. Ta mère est très contrariée. Elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Elle ne dort pas. Toute cette situation, ça la tue. J'ai attendu. Pouvons-nous juste nous asseoir, et en parler? Sans avocat, sans lettre, juste en famille. Papa, savais-tu qu'il y avait un testament, quand tu as signé l'attestation? Longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Une télévision en fond sonore. La chaîne météo. Toujours la même chose. Ta mère s'est occupée de tout ça. J'ai juste signé là où elle m'a dit de signer. Tu as signé un document qui disait que grand-père était mort sans testament. Tu as signé un document qui disait que j'avais abandonné mes droits. L'as-tu lu, avant de signer? Une autre pause. Plus longue, cette fois. Nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Nous avions besoin de l'argent, Holly. Le toit, les prêts de Garrett, les frais médicaux de ta mère l'année dernière. Nous ne pouvions pas attendre des mois pour l'homologation. L'espace d'un instant, juste un instant, j'ai entendu quelque chose de vrai dans sa voix. Ni manipulation, ni performance. De la fatigue. Le son d'un homme de 60 ans, qui avait passé tout son mariage à suivre des ordres, et qui réalisait maintenant où ces ordres l'avaient mené. Papa, je comprends que vous aviez besoin de l'argent. Je le comprends. Mais vous ne pouvez pas vendre ce qui n'a jamais été à vous. Combien ça vaut, Holly? Ces trucs de minéraux. 4,7 millions €. Il n'a rien dit pendant 22 secondes. Puis, il a raccroché. J'ai appelé Martin Holloway la semaine suivante. Martin, quand a lieu la réunion de famille des Meyers? Le week-end du Memorial Day. Comme chaque année. Votre grand-père a assisté à 53 réunions consécutives. Il m'a dit un jour que c'était la seule obligation familiale qu'il appréciait encore. Où a-t-elle lieu cette année? À la nouvelle propriété au bord du lac de Garrett, d'après ce que j'ai compris. J'ai failli rire. La réunion allait se tenir dans une propriété,
acheté avec l'argent de la vente d'un ranch, une vente bâtie sur une fausse attestation, un testament caché, et une famille qui avait décidé que je ne comptais pas. Je veux y aller, ai-je dit. Martin est resté silencieux un moment. Puis-je vous demander pourquoi? Parce qu'on a raconté 2 mensonges à ma famille élargie. Premièrement, que grand-père n'avait pas laissé de testament. Deuxièmement, que je ne voulais rien de la succession. Je dois corriger ces 2 déclarations, devant les personnes qui les ont entendues. Vous pourriez laisser la procédure judiciaire s'en charger. Une procédure judiciaire prend des mois. Pendant ce temps, ma tante Donna pense que j'ai abandonné la famille. Mes cousins pensent que grand-père n'a rien laissé. Le récit que ma mère a construit est le seul qu'ils connaissent. Je dois changer ce récit en personne, avant qu'il ne se fige. Martin a réfléchi à ça. Votre grand-père aurait aimé ça. Il croyait fermement qu'il fallait dire les choses en face aux gens. J'ai appelé Diane Carvey, ensuite. J'aurais besoin que vous soyez prête à intervenir le week-end de la réunion, mais je me charge de cette partie moi-même. Elle a accepté. 3 semaines. C'était le temps qu'il me restait pour préparer la présentation la plus importante de ma carrière. Et, contrairement aux présentations que je faisais au travail, où les enjeux étaient des évaluations de qualité des sols, et des rapports d'impact environnemental, celle-ci portait sur quelque chose que je ne pouvais pas quantifier avec un spectromètre de masse. Celle-ci portait sur la vérité. Je me suis préparé pour la réunion de famille comme je me prépare pour la présentation d'un client. Méthodiquement, avec de la documentation. J'ai imprimé 5 copies de chaque document, le testament, l'acte minier, le rapport d'études géologiques avec l'estimation à 4,7 millions d'euros, l'attestation d'hérédité montrant les signatures de Dal et Brenda à côté d'une déclaration qu'ils savaient fausse, et les registres du comté. Montrant que l'acte minier avait été déposé le 14 septembre 2024, 6 mois avant la mort de mon grand-père. Je les ai organisés dans des chemises. J'ai agrafé là où c'était nécessaire. J'ai surligné les sections clés avec un marqueur jaune, le genre qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau, pour 1,19 €. René s'est arrêté à mon bureau le jeudi. Tu apportes tout ça à un barbecue de famille. C'est une réunion. Oli, tu pourrais juste laisser les avocats s'en occuper. Diane Carvey est très douée dans ce qu'elle fait. Diane s'occupera du dépôt au tribunal. Mais cette partie, la partie familiale, c'est la mienne. Mon grand-père a passé 50 ans à ces réunions, à s'entendre dire que sa terre ne valait rien. À s'entendre dire qu'il était un vieil homme têtu. Qui aurait dû vendre depuis des décennies. Je lui dois de leur montrer ce qu'elle valait vraiment. René a regardé la boîte en cèdre, posée sur mon bureau. Le loquet en laiton était terni, par des décennies de manipulation. Le bois sentait encore légèrement le tabac, quand on soulevait le couvercle. Tu apportes ça aussi? C'est la chose la plus importante que j'apporte. Le vendredi soir, j'ai tout emballé dans un bagage à main. Documents, chemise, surligneur, un bocal de terre rouge de l'Oklahoma, une boîte en cèdre. J'ai pris l'avion pour l'Oklahoma le samedi matin. La propriété du lac de Garrett était modeste. Un chalet avec un porche couvert, une étendue d'herbe tondue qui descendait vers l'eau, et un quai qui n'avait pas l'air tout à fait de niveau. Il avait tendu des guirlandes lumineuses entre 2 poteaux. Quelqu'un avait installé une table pliante, avec un gâteau en plaque où il était écrit « Famille Meyers ». 35 personnes. Tantes, oncles, cousins issus de Germain, des enfants qui couraient pieds nus dans l'herbe, une enceinte qui jouait de la musique country depuis le téléphone de quelqu'un, l'odeur du charbon de bois, et de l'essence à briquet. Je me suis garé dans l'allée de gravier à 13h15 de l'après-midi. Je portais un pantalon de tailleur et un chemisier. Ni décontracté, ni formel. La tenue d'une femme qui était venue dire quelque chose. Brenda m'a vu la première. Elle portait un saladier de salade de pommes de terre, du chalet vers la table. Elle s'est arrêtée de marcher. Le saladier s'est figé dans ses mains. Dal s'est levé de sa chaise de jardin si vite, qu'elle s'est repliée derrière lui. Garrett s'est approché, une bière à la main. Je ne pensais pas que tu viendrais. Grand-père ne manquait jamais une réunion. Moi non plus. La famille élargie m'a accueilli comme elle le faisait toujours, avec chaleur, et en se sentant légèrement coupable de ne pas avoir gardé un meilleur contact. Tante Donna m'a serré dans ses bras 2 fois. Oncle Estéu m'a serré la main, et a dit que je ressemblais exactement à grand-père Cal. Donna m'a prise à part, près de la table des boissons.
Je suis tellement désolé pour ton grand-père, ma chérie. Ta maman a dit que tu ne voulais rien de la succession. Elle a dit que tu lui avais dit que Denver était plus important. J'ai regardé ma tante. 61 ans, institutrice à la retraite, la plus jeune sœur de Cal. Elle méritait la vérité. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, tante Donna. Mais je vais y venir. J'ai laissé passer 2 heures. J'ai aidé à installer les tables. J'ai mangé de la salade de pommes de terre. Et puis, j'ai demandé si je pouvais dire quelques mots au sujet de grand-père. Garrett avait aménagé un petit espace près du quai, un coin de sol plat, avec vue sur le lac. Quelqu'un avait posé une photo de grand-père Cal sur une table pliante, à côté d'une bougie qui n'arrêtait pas de s'éteindre avec le vent. C'était le seul hommage qu'ils avaient prévu. Je me suis tenu à côté de la table. 35 visages m'ont regardé. Certains tenaient des assiettes. Certains tenaient des verres. Les enfants avaient arrêté de courir. Je veux parler de grand-père Cal, ai-je dit. La plupart d'entre vous l'ont connu comme un homme calme, qui aimait sa terre. C'est vrai. Mais je veux vous dire quelque chose à son sujet, que la plupart des gens ne savaient pas. J'ai parlé des étés au ranch. De la terre rouge. De la façon dont il tenait une poignée d'argile à la lumière, et me disait qu'il y avait tout un monde en dessous. De la façon dont il m'a conduite à mon orientation universitaire dans sa vieille Ford, parce que mes parents disaient que c'était trop loin. De la façon dont il a été la seule personne de cette famille, à m'avoir jamais dit que je deviendrais quelqu'un. Après la mort de grand-père, ai-je continué, mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas laissé de testament. J'ai regardé Brenda. Elle se tenait près des marches du chalet, les bras croisés. Dal était à côté d'elle, fixant le sol. Ils m'ont dit qu'il ne restait rien pour moi. Ils ont vendu le ranch, pour 620 000 €. Un murmure a parcouru la foule. Certains d'entre eux savaient que le ranch avait été vendu. Aucun d'eux ne connaissait le montant. Ils ont déposé une attestation d'hérédité auprès du comté de Garfield. Ce document déclare, et j'en ai des copies si quelqu'un veut voir, que j'ai volontairement renoncé à ma part de la succession. Je ne l'ai pas fait. On ne me l'a jamais demandé. Le murmure s'est transformé en silence. J'ai glissé la main dans mon sac, et j'ai posé la boîte en cèdre sur la table, à côté de la photo de grand-père Cal. Grand-père a bien laissé un testament. Il l'a laissé à son avocat, à Kingfisher. Un homme nommé Martin Holloway, qui l'a servi pendant 22 ans. Martin a essayé de me contacter. Après les funérailles. Il a envoyé une lettre recommandée. Ma mère l'a interceptée, et l'a renvoyée. J'ai regardé Brenda. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux étaient fixés sur la boîte en cèdre. Martin a appelé le téléphone du ranch. Ma mère lui a dit que je n'avais aucun intérêt dans les affaires de succession. J'ai ouvert la boîte en cèdre. Le loquet en laiton a cliqué. L'odeur de cèdre et de tabac à pipe a dérivé à travers la table. Tante Donna s'est couvert la bouche. Ce testament a été déposé et notarié le 14 septembre 2024, 18 mois avant la mort de grand-père. Il était lucide. Il a conduit lui-même jusqu'à Kingfisher pour le déposer. J'ai levé le document. 8 pages, le sceau notarié visible même depuis l'arrière de la foule. Le testament laisse la propriété de surface, la maison, la grange, les terres, à ses héritiers, à parts égales. Cela m'inclut. Je n'ai jamais été informé. Je n'ai jamais été incluse dans la vente. La femme de Garrett, debout près du barbecue, a mis sa main sur sa bouche. Oncle Stu a posé son verre sur le sol. Mais le testament n'était pas la seule chose que grand-père a déposé ce jour-là. Il a également déposé un document séparé, un acte minier. Il a transféré tous les droits miniers, tous les droits de sous-sol, et tous les droits d'extraction sous ces 200 acres, à une seule personne. J'ai fait une pause. Moi. Le lac était immobile. Le vent s'était arrêté. 35 personnes retenaient leur souffle. Je suis géologue, ai-je dit. C'est ce que je fais dans la vie. Alors, quand j'ai découvert que les droits miniers m'appartenaient, j'ai fait ce que n'importe quel géologue ferait. J'ai testé le sol. J'ai sorti le rapport d'études géologiques. 12 pages reliées sous une couverture transparente, le logo d'un cabinet de géologie certifié dans le coin supérieur gauche. J'ai prélevé des échantillons de sol à 3 endroits sur le ranch.
Je les ai passés au spectromètre de masse à plasma à couplage inductif. Les résultats ont confirmé ce que mon grand-père soupçonnait toute sa vie. J'ai glissé la main dans mon sac une dernière fois, et j'ai posé un bocal sur la table. De la terre rouge de l'Oklahoma, scellée avec un bouchon à vis, étiquetée avec des coordonnées GPS, de mon écriture. Cette terre, la même terre dans laquelle je jouais quand j'étais enfant, la même terre que grand-père tenait dans ses mains, et me disait qu'elle était spéciale, contient de l'argile litinifère. L'étude géologique évalue le lithium extractible à 4,7 millions d'euros. Silence. Un silence complet a coupé le souffle. L'enceinte avait cessé de jouer. Quelqu'un l'avait éteinte. J'ai regardé ma mère. Elle se tenait parfaitement immobile, les bras le long du corps. La posture d'une femme à qui l'on venait de dire que la maison qu'elle avait vendue 620 000 euros, était assise sur quelque chose qui valait 8 fois plus. Tu m'as dit, et je me souviens de tes mots exacts, grand-père n'a pas laissé de testament, Holly. Il n'y a rien pour toi. J'ai tenu le bocal de terre rouge, à hauteur de ma taille. Il y avait quelque chose. C'était sous vos pieds, depuis le début. Brenda s'est avancée. C'est ridicule. Tu mens. Tu as inventé ça parce que tu es jalouse. J'ai posé le rapport d'étude sur la table, ouvert à la page des résultats. Ce n'est pas une opinion, maman. Ce sont des données. Brenda s'est tournée vers la famille. L'instinct était automatique. Lorsqu'elle était acculée, elle cherchait un public. Elle fait ça pour nous blesser. Elle a toujours été ingrate. Elle a quitté cette famille. Et maintenant, elle revient avec des avocats et de faux documents, pour prendre ce qui nous appartient. Personne n'a répondu. Tante Donna a regardé le sol. Oncle STU a secoué la tête, lentement. La femme de Garrett s'est dirigée vers le chalet, sans dire un mot. Garrett s'est avancé. Sa voix s'est brisée sur la première syllabe. Holly, nous pouvons arranger les choses. Nous sommes une famille. Tu as signé les documents de vente, Garrett. Tu as pris ta part. Tu savais que maman disait qu'il n'y avait pas de testament, et tu n'as pas posé de questions. Je ne savais pas pour l'attestation. Je te le jure, je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu n'as pas demandé. Parce qu'il était plus facile de prendre l'argent, et d'acheter un camion. Dal a parlé pour la première fois. Sa voix était basse, et fatiguée. Ton grand-père t'a toujours préféré, Holly. Il l'a toujours fait. J'ai regardé mon père. L'homme qui signait tout ce que Brenda mettait devant lui. L'homme qui m'avait répété la même phrase toute ma vie, comme si elle expliquait tout. Tu m'as dit, tu es parti. Garrett est resté. Tu as raison, papa. Je suis parti. Et grand-père s'est assuré que je reviendrais, pour chercher ce qui m'appartenait. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pointé personne du doigt. Je n'ai pas pleuré. Mes mains étaient stables, posées sur la table. Ma voix était posée et claire, la même voix que j'utilisais lorsque je présentais les résultats d'une étude à un conseil d'ingénieurs. Brenda était celle qui criait. Dal était celui dont les mains tremblaient. Garrett était celui qui ne pouvait pas me regarder. Le pouvoir avait changé de camp. Il n'allait pas revenir en arrière. J'ai refermé la boîte en cèdre. Je l'ai remise dans mon sac. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. Je suis ici parce que grand-père m'a demandé de protéger ce qu'il m'a laissé. Et je le ferai. Je m'adressais à la famille maintenant, plus à mes parents. Mon avocate a déjà informé les acheteurs du ranch, que les droits miniers sont détenus séparément. Ils comprennent. La loi sur les propriétés scindées est claire. Dans l'Oklahoma. Les négociations de location avec une entreprise d'extraction de lithium commencent le mois prochain. Quant à l'attestation, mon avocate a déposé une contestation formelle auprès du comté de Garfield. Le reste est entre mes parents et le tribunal. J'ai pris le bocal de terre, et je l'ai tenu un instant. Puis, je l'ai reposé sur la table, à côté de la photo de grand-père Cal. Je voulais que vous entendiez cela de ma bouche. Pas d'un document judiciaire, ni d'une publication Facebook. Grand-père Cal aimait cette famille. Il aimait aussi la vérité. Et il avait le droit de décider de ce qu'il adviendrait de sa terre. Brenda s'est assise sur les marches du chalet. Son visage était rouge et humide. Tu détruis cette famille, Holly.
Je l'ai regardée. Ma mère. La femme qui m'avait élevé, nourri, conduite à l'école. La femme qui avait intercepté les dernières volontés d'un homme mort, parce qu'elle voulait 620 000 euros. Je ne détruis rien, maman. Je construis, sur ce que grand-père m'a donné. J'ai ramassé mon sac. La boîte en cèdre était à l'intérieur. L'étude était sur la table, si quelqu'un voulait la lire. Le bocal de terre rouge trônait à côté de la photographie de Cal, rougeoyant dans la lumière de l'après-midi. J'ai marché vers ma voiture. Le gravier crissait sous mes chaussures. Derrière moi, je pouvais entendre le faible bourdonnement de 35 personnes, qui assimilaient ce dont elles venaient d'être témoins. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom, sauf tante Donna. Elle m'a rattrapé à la portière côté conducteur. Elle pleurait, mais elle souriait aussi. L'expression de quelqu'un qui comprend enfin une chose qu'il soupçonnait depuis des années. Ton grand-père serait fier de toi, Holly. Je l'ai regardée. La plus jeune sœur de Cal, celle qui m'envoyait des cartes d'anniversaire chaque année. La seule qui le faisait. C'était le seul à m'avoir jamais dit ça, tante Donna. Elle m'a serré dans ses bras. Cela a duré 4 secondes. Puis, elle m'a lâché, et a marché de nouveau vers le lac. Je suis monté dans la voiture. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Brenda, assise sur les marches du chalet. Dal, debout au-dessus d'elle, les mains dans les poches. Gareth n'avait pas bougé de sa chaise près du quai. Sa bière reposait sur la coudoir, intacte, tiédissant au soleil. Mon téléphone a vibré. René, comment ça s'est passé? Je leur ai montré les données. Les données parlent d'elles-mêmes. Je suis sorti de l'allée de gravier, et me suis engagé sur la route à 2 voies qui ramenaient à l'autoroute. Le ciel de l'Oklahoma était immense, et rouge sur les bords, le soleil descendant bas sur les terres plates. La terre sur le bas-côté de la route était du même rouge que la terre dans le bocal, que j'avais laissé sur la table. Même terre, valeur différente. Selon que l'on regarde la surface, ou ce qu'il y a en dessous. 6 semaines se sont écoulées. Au cours de ces 6 semaines, les événements suivants se sont produits. Diane Carvey a finalisé le contrat de location, avec une entreprise d'extraction de lithium basée à Tulsa. Ils sont spécialisés dans l'extraction directe du lithium, un processus en circuit fermé qui extrait le lithium de l'argile sans exploitation à ciel ouvert. Les conditions du bail comprenaient une prime de signature initiale, et des redevances annuelles liées au volume de production. Le premier paiement de redevance était prévu dans les 12 mois. La contestation formelle de l'attestation d'hérédité a suivi son cours, devant le tribunal du comté de Garfield. Dal et Brenda ont engagé un avocat d'Oklahoma City. Pas un spécialiste des droits miniers, mais un généraliste qui facturait moins cher. Leur avocat a examiné les preuves, le testament notarié, l'acte minier enregistré, le témoignage de Martin Holloway, et leur a recommandé de trouver un accord, plutôt que de contester. Mes parents risquaient une responsabilité civile, pour avoir déposé un faux document sous serment. Gareth a appelé 2 fois. Je n'ai répondu aucune des 2 fois. Il a envoyé un SMS, pouvons-nous parler? Je ne savais pas pour l'attestation. Je te le jure. J'ai répondu une seule fois. Tu as signé les documents de vente, Gareth. Tu savais que maman disait qu'il n'y avait pas de testament, et tu n'as pas posé de questions. Quand tu seras prêt à le reconnaître, nous pourrons parler. Il n'a pas répondu. Brenda a envoyé un long email, de 4 paragraphes. L'objet du message était « Tu as toujours été égoïste ». Le corps du texte était un catalogue de sacrifices qu'elle prétendait avoir fait, me conduire à l'école, m'acheter ma première paire de lunettes, assister à l'une de mes remises de diplômes universitaires. Elle a terminé par « Ton père et moi t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies ». Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Les acheteurs du ranch ont été compréhensifs. Un couple de retraités d'Edmond, qui voulaient des hectares pour des chevaux. Quand Diane les a informés concernant les droits miniers, ils ont compris immédiatement. Nous avons acheté un magnifique ranch, a dit le mari. Vous possédez ce qui est en dessous. Nous pouvons coexister. J'ai conduit devant le ranch une dernière fois, avant de reprendre l'avion pour Denver. Le numéro de la ligne fixe de la cuisine était déconnecté. Les nouveaux propriétaires avaient installé un système téléphonique numérique. Le vieux téléphone mural avec le cordon en spirale,
celui que grand-père Cal avait installé lui-même en 1983, n'était plus là. Cette vieille connexion était rompue, comme tout le reste. J'ai gardé la boîte en cèdre sur mon bureau, à Denver. Le mot de Cal a été scotché à l'intérieur du couvercle, là où je pouvais le lire chaque matin. Mon grand-père savait quelque chose sur cette famille, que j'étais trop jeune pour voir. Les gens qui crient le plus fort à la loyauté, sont généralement les premiers à vous trahir. Il ne s'est pas battu contre eux. Il n'a pas argumenté. Il est allé voir un avocat dans une autre ville, a signé un morceau de papier, et s'est assuré que lorsqu'il prendrait la surface, j'aurais toujours ce qu'il y avait en dessous. Il ne m'a pas laissé d'argent. Il m'a laissé un moyen de pression. Et la différence entre ces deux choses, c'est la différence entre un cadeau et un héritage. Voilà mon histoire. Un ranch vendu dans mon dos, et un grand-père qui avait tout prévu. Si cette histoire vous a rappelé de vérifier vos propres documents successoraux, faites-le aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.